Donc, on continue maintenant avec les applications décentralisées. Donc, on va faire une étude où on va regarder une méthodologie qui permet là, donc, d'analyser n'importe quelle application et déterminer est-ce que la chaîne de blocs peut avoir un certain avantage pour cette application-là et aussi quel système utiliser, quel type de système serait le plus approprié. Donc, de façon générale, pour quelles raisons est-ce qu'on utilise les blockchains? Donc, les raisons qui sont souvent mentionnées. Donc, première raison, ce serait élimination d'intermédiaires. Donc, souvent, l'intermédiaire peut-être est très coûteux, va charger un gros montant, peut-être est inefficace, fait des erreurs ou peut-être est sujet à des fuites de données et peut être aussi lent. Okay? Donc, ça peut prendre peut-être beaucoup de temps là, avant de pouvoir réaliser la tâche. Donc, à ce moment-là, on pourrait voir est-ce que les contrats intelligents, faire une exécution sur la chaîne de blocs, peut éliminer cet intermédiaire et à ce moment-là, ça apporterait des avantages pour adresser ces problèmes-là. Donc, en termes d'analyse, il faut identifier est-ce que c'est vraiment possible d'éliminer l'intermédiaire ou non, il y a quelque chose que l'intermédiaire réalise qui n'est pas possible de remplacer là, par un smart contract. Et si c'est pas possible de complètement éliminer l'intermédiaire, est-ce qu'il y a quand même valeur à remplacer une certaine partie des tâches de l'intermédiaire pour alléger ce qu'elle fait? Et peut-être ça peut quand même apporter des bénéfices à ce moment-là. Okay? Donc c'est pas des fois dans les blockchains, c'est pas juste là oui ou non là, il faut éliminer l'intermédiaire complet. Des fois, éliminer à un certain point, de façon partielle, l'intermédiaire peut déjà avoir un avantage. Okay? Donc c'est quelque chose qu'il faut réaliser et à ce moment-là justifier ce genre de choses. Protection contre la censure, donc ça c'est clair que si on fait du blockchain 2.0, on utilise un système comme Steemit, un réseau social qui est décentralisé sur la chaîne de blocs. J'écris de l'information, ça ne peut plus être enlevé, c'est immuable, donc on est protégé contre la censure. Transparence du traitement des données, c'est le fait que les contrats intelligents, c'est du code qui est écrit directement dans la blockchain. Tout le monde peut voir le code, peut l'inspecter, peut le valider, peut le vérifier. Donc, quand ma transaction est écrite sur la blockchain, ça indique clairement c'est quelle méthode est appelée ou quel contrat a été utilisé. Je peux aller vérifier ça. Donc, tout est transparent pour l'utilisateur. Traçabilité, élimination de fraude. Donc ça, c'est le fait que si le plus d'informations qu'on écrit sur la blockchain et cette information n'est pas changée, n'est pas modifiable, donc comme l'horodatage des documents dans OpenTimestamp par exemple, ça nous offre une traçabilité. Par exemple, dans OpenTimestamp, je peux prouver que mon document a été créé avant tel datage de bloc de Bitcoin. Donc ça, c'est une traçabilité, c'est de l'information qu'on peut utiliser donc, pour faire une auditabilité, pour déterminer là, quelle a été quelle décision à prendre là, selon donc, des données qui sont écrites sur la blockchain. Jetonisation ou tokenization, donc c'est le fait de convertir des biens, des avoirs en format digital, donc en crypto-asset, et les représenter de façon digitale sur la chaîne de blocs. Donc à ce moment-là, on peut faire on peut vendre, on peut transférer, on peut créer tout ça, ces jetons-là, sur la chaîne de blocs, et ça représente le mouvement là, de ces biens digitaux. Résolution de conflits, non-répudiation. Donc ça, c'est complémentaire à la traçabilité. Donc, s'il y a une information qui est écrite sur la blockchain, donc encore une fois, comme le même exemple, OpenTimestamp, j'ai écrit sur la timestamp que mon document existe à ce moment-là. Donc là, ça permet de résoudre des conflits. Si deux personnes qui ne sont pas en accord, par exemple, si vous remettez votre devoir, puis moi je suis pas d'accord, je pense que vous avez remis en retard ou quoi que ce soit, ben là, à ce moment-là, comme on peut résoudre notre conflit, on va le regarder sur la blockchain, puis voir que effectivement c'est quoi le datage de votre document. Okay? Donc c'est aussi un concept de non-répudiation, c'est-à-dire peut-être qu'il y a quelque chose qui a été fait, et là, la personne ou la compagnie veut dénier qu'elle a fait quelque chose, donc ça, c'est ce qu'on appelle répudiation. Ben, avec la blockchain, si l'information, il y a une évidence sur la blockchain que une telle décision a été prise, une telle information a été écrite,
ben là, on peut pas dénier qu'on l'a pas fait. Okay? Donc, la blockchain offre aussi la non-répudiation. Et c'est ça. Et le dernier aspect ici qui est un peu plus indirect, là, mais c'est de façon générale, la blockchain supporte le mouvement là, de numérisation là, ou de digitalisation. Donc c'est la transformation numérique essentiellement comprend n'est pas limité à la blockchain, mais comprend certainement la blockchain. Donc on pourrait penser qu'il y a peut-être présentement des processus qui fonctionnent sur papier, et là on veut convertir dans un format numérique, et on ne l'a pas encore fait pour une raison quelconque, par exemple l'identité physique des gens. À ce moment-là, aujourd'hui, maintenant qu'on a la technologie de chaîne de blocs, ça apporte comme une valeur ajoutée de plus, et qui pourrait peut-être convaincre les gens à adopter la transaction numérique. Là. Donc c'est comme ça a comme un effet catalyseur là, d'avoir la blockchain. Là. C'est comme ajouter un élément de plus là, qui pourrait convaincre les gens de digitaliser là, leur processus. Okay? Et donc, une fois que le processus est digitalisé, ça permet aussi de centraliser de façon logique l'information. C'est-à-dire que toute l'information peut résider sur une chaîne de blocs, et c'est une information qui est partagée par plusieurs parties. Okay? Donc parce que la chaîne de blocs, c'est vraiment conçu pour le partage d'informations entre différents parties. Donc on peut aussi imaginer c'est comme un point central. La chaîne de blocs est un point central, un dépôt central pour l'information, et là tout le monde peut partager ça, donc ça élimine la redondance. Donc au lieu que chaque compagnie ou chaque personne maintient sa propre base de données localement, puis là communique avec les autres là, pour la modifier, ben à ce moment-là on peut tous se fier sur la chaîne de blocs pour le faire. Mais évidemment c'est une centralisation qui est logique. Le système lui-même est décentralisé. Donc, c'est ça les raisons communes. Donc je suspecte là, que si que dans votre projet d'application, vous allez probablement pouvoir la motiver là, de cette façon-là. Okay? Donc, ça dépend évidemment là, de quelle est votre DApp. Donc, ça prend une compréhension, là, une étude poussée là, de votre application pour comprendre quelle utilisation de la blockchain on veut en faire. Donc ici, je vous offre une méthodologie d'analyse là, pour votre application, donc comme une séquence là, de questions à se poser qui pourraient vous mener là, vers diverses conclusions. Par exemple, soit que la blockchain, c'est pas utile du tout, donc les cases en rouge ou même en bleu ici, ou que la blockchain est utile, et à ce moment-là, peut vous aider à déterminer quelle blockchain utiliser à ce moment-là pour votre application. Donc, on va passer à travers ces cases-là une par une, okay, à travers les prochaines slides. Okay, donc, on commence au début ici. Est-ce que plusieurs parties sont impliquées? Okay. Donc, avant de passer à travers cette méthodologie, il y a plusieurs questions préliminaires qui sont vraiment de base. Donc, c'est comme des questions de sanité, on va dire. Là. Donc, évidemment, si vous n'avez pas ces choses-là, vous êtes vraiment très très loin d'avoir utilisé la blockchain. Donc, la première question, c'est est-ce que votre application a besoin de données? Donc, évidemment, si votre application n'utilise pas de données, mais la blockchain ne sert complètement à rien, parce que la blockchain, c'est une solution, c'est essentiellement une alternative là, aux bases de données. Donc, s'assurer qu'il y a vraiment des lectures d'écriture de données. Il faut aussi que les données sont constamment générées. Okay? Parce que, si vous vous en souvenez, là, le mécanisme principal de consensus dans le blockchain, c'est de constamment générer des nouveaux blocs, maintenir des nouvelles informations à jour. C'est un journal, c'est un registre qui évolue continuellement, qui a des nouvelles données continuellement écrites. Si vous avez une situation où vous n'avez pas de données qui sont continuellement générées, ben là, vous n'avez pas besoin de blockchain. Vous avez juste besoin de... à ce moment-là, vous avez un document statique. Votre document statique peut être encrypté, chiffré ou quoi que ce soit, puis partagé, puis tout le monde va voir la même copie du document, puis c'est tout. Puis cette donnée ne change jamais, puis vous n'avez pas vraiment besoin de faire plus que ça. Donc, il faut avoir une application où il y a des nouvelles données qui sont continuellement générées et que vous avez besoin d'un système qui est capable de maintenir ces nouvelles données à jour. Et donc, il y a besoin d'un protocole de consensus pour ça. Et finalement, est-ce qu'on a besoin de l'historique complète
des données. Est-ce que vous avez besoin là, d'avoir la traçabilité de l'information, d'avoir un versionnement des données, donc avoir toutes les données complètes du début jusqu'à maintenant. Donc à ce moment-là, oui, la blockchain va aider évidemment parce que on est en train de répliquer complètement le registre au complet. Okay? Mais si vous avez une application qui n'a pas besoin là, de l'historique complète, peut-être que la blockchain, ça fait pas de sens. Okay? Peut-être qu'il y a juste la dernière donnée qu'on sécurise puis qu'on partage avec tout le monde. Donc, de façon générale, ces questions-là sont assez faciles à répondre oui. Okay? Donc, c'est pour ça que la blockchain semble applicable là, vraiment là, de façon générale, là, comme on dirait que parce que évidemment aujourd'hui la plupart des processus d'affaires sont basés sur les données. Okay? Donc tout le monde a des données, tout le monde a des données qui sont constamment générées, tout le monde veut analyser des données historiques pour prendre des décisions. Donc ces questions-là sont vraiment faciles à répondre oui. Et c'est pour ça que les gens sont vraiment hype, là, qu'ils sont vraiment excités par la technologie. Mais il faut faire attention. C'est-à-dire que oui, c'est sûr que la blockchain peut répondre à ces besoins-là, mais c'est pas suffisant. C'est ça que je veux vraiment mettre l'emphase aujourd'hui. C'est pas suffisant de juste dire « Ok, j'ai une application qui a besoin de données, que j'ai besoin de blockchain. » Okay? Il faut avoir une meilleure raison que ça. Parce que si c'est juste ces raisons-là, il pourrait y avoir des solutions alternatives qui sont plus appropriées pour l'application. Okay? Donc notre but, c'est vraiment de se convaincre à 100% là, que la blockchain a une utilité pour notre application. OK. Donc là, on va commencer la méthodologie. Donc la première question ici, c'est est-ce que plusieurs parties sont impliquées? Oui ou non? Donc qu'est-ce que ça veut dire cette question-là? OK? Donc qu'est-ce que c'est un parti dans notre système? Un parti, ça peut être un utilisateur, une compagnie, un gouvernement, un auditeur. C'est comme un acteur, on va dire. Donc n'importe quelle personne qui aurait accès là, à notre application. Et comment est-ce qu'ils sont impliqués? Ben là, il y a plusieurs façons d'être impliqués. On peut soit faire de la lecture de données, soit on envoie des transactions. Donc, par exemple, dans Bitcoin, un portefeuille HT envoie des transactions, mais ne va pas maintenir les données ou faire le consensus, fait l'envoi des transactions. Donc, ça, c'est une autre façon d'être impliqué. Donc, on lit les données, on fait juste la lecture simple, envoie des transactions ou être plus comme un mineur, un full node, donc maintenir les données du registre, faire participer dans le consensus. Donc, ici la question, ce qu'elle dit ici, c'est essentiellement si il n'y a pas plusieurs parties qui sont impliquées, ok, donc par exemple dans mon application, imaginons là j'ai une compagnie et j'ai des données et les données sont seulement lues et écrites par ma propre compagnie. Okay? Donc, c'est des données internes à ma compagnie. Et il y a juste ma compagnie qui regarde ces données-là. Et il y a juste la compagnie qui envoie des données. Ben, à ce moment-là, j'ai pas besoin de blockchain. C'est-à-dire que c'est une base de données. J'ai juste besoin d'une base de données logiquement centralisée, comme un SQL, quoi que ce soit. C'est moi qui entrepose mes données. Je fais confiance. Il n'y a pas de problème de confiance. C'est mes propres données. C'est moi qui les ai écrites. C'est moi qui les lis. C'est mes propres machines. Je m'assure que mes machines fonctionnent correctement. Il ne devrait pas avoir de panne byzantine. Donc, faire du blockchain, c'est du overkill pour quelque chose comme ça. OK? Mais par contre, il faut faire attention avec cette question-là. OK? Il peut y avoir des situations où on dirait que c'est des données internes. On dirait que c'est des données qui sont appartiennent seulement à la compagnie. Mais quand même, il y a plusieurs parties impliquées. Donc, comment est-ce qu'on pourrait avoir ça? Donc, et ça, c'est un point de discussion. Est-ce qu'il pourrait y avoir une situation où 100% des lectures des données sont faites par un seul client, mais il y a plusieurs parties qui écrivent l'information? Donc, à ce moment-là, peut-être que la blockchain est utile parce que même s'il y a juste un client qui lit toutes les informations, ben, ce client-là n'est pas en confiance avec les autres machines, les autres parties. Donc, voudrait avoir un blockchain pour s'assurer que l'information est fiable. Et notre exemple pourrait avoir une situation où toutes les transactions sont envoyées par une seule compagnie, mais que l'information peut être, par exemple, lue par quelqu'un d'externe. Donc celui-là, ça correspond vraiment bien avec le concept de audit. Donc, vous pouvez imaginer, par exemple,
avec le GDPR, donc qui est RGPD en français, donc c'est donc les règlements sur les protections des données, okay, en Europe. Donc, on pourrait imaginer que dans une situation comme ça, une compagnie est censée donc respecter le règlement pour les données entreposées, même si c'est à l'interne pour ses clients, même si c'est lu et écrit à l'interne par la compagnie, il faut que ça respecte donc le règlement. Donc à ce moment-là, peut-être que la blockchain peut être utile, parce que même si c'est juste une compagnie qui lit et écrit, qui écrit l'information peut être lue par un auditeur externe, donc un auditeur gouvernemental ou quelque chose comme ça. Donc là, soudainement, on a une deuxième partie qui est impliquée dans la lecture de l'information. Et donc là, on pourrait peut-être justifier un blockchain à ce moment-là. OK? Donc, ce que je dis ici, c'est que 100% des lectures peuvent être faites par un client. Donc ici, j'ai trois types d'implications. Donc, lecture des données, ça peut être 100% par une personne. Envoi des transactions, ça peut être 100% fait par un parti. Mais ce qui est important, c'est le troisième, ici, maintien des données et consensus. Ça doit obligatoirement être décentralisé. OK? Donc, si on reprend l'exemple de l'audit du GDPR, si c'est la compagnie elle-même qui maintient le blockchain dans ses propres machines, puis le dit, OK, voici, c'est ma blockchain. Puis là, l'auditeur inspecte la blockchain. Mais ça, c'est complètement inutile. Parce que si la blockchain est maintenue à 100% par la compagnie, mais la compagnie peut s'auto-attaquer, faire une attaque à 51%, puis modifier les données de la blockchain. La blockchain est seulement secure si elle est maintenue de façon décentralisée. Okay? Donc, on ne peut pas avoir une application où on va dire là, que tous les serveurs appartiennent à la même compagnie. Okay? Parce qu'à ce moment-là, je ne vais pas faire confiance avec les données de votre blockchain, parce que vous pouvez théoriquement modifier les données du blockchain et ça peut être changé là, dans le registre. Donc à ce moment-là, il faudrait que l'auditeur aussi le maintienne des serveurs là, pour la blockchain, pour s'assurer que les données sont fiables. OK, la deuxième question ici, donc, est-il dispendieux d'utiliser un trusted third party? Donc, ce que je dis ici, c'est, vous êtes là, vous posez la question oui ou non. Là, vous décidez, OK, oui, il y a plusieurs parties qui sont impliquées. Donc, la prochaine question, c'est, est-ce qu'il est dispendieux d'utiliser un trusted third party? Là, ce que je dis, c'est que si la réponse est non, donc, c'est-à-dire que c'est facile d'utiliser un tierce partie de confiance, ben à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement engager le tierce partie de confiance. Le tierce partie de confiance peut gérer les données dans une base de données centralisée, agir comme autorité. Le tierce partie, donc c'est essentiellement le processus traditionnel. Donc ce que je dis, c'est que si vous avez une application où ça fonctionne déjà super bien avec un tierce partie, le tierce partie n'est pas dispendieux, fonctionne bien, tout est correct, ben là, peut-être que vous n'avez pas vraiment de raison de changer au blockchain, là. C'est peut-être trop de troubles, puis continuer d'utiliser le tierce party reste un bon choix. Okay? Donc ça, c'est vraiment la plus grosse barrière, je dirais, aujourd'hui là, pour l'adoption de la blockchain, c'est que les gens sont encore confortables à utiliser le tierce party, réalisent pas que la blockchain est une alternative qui est moins dispendieuse, et donc vont continuer d'utiliser ça. Donc ici, plus d'informations sur ça. Donc le tierce party... parce que, essentiellement, pourquoi je dis c'est... On parle juste de coûts ici, parce que vous pouvez dire, mais il y a peut-être des problèmes de sécurité, puis tout ça, des problèmes de... C'est ça, des garanties là, de fiabilité, ou de temps, ou de choses comme ça. Ben, c'est peut-être vu un peu cynique, mais ce que je dis, c'est essentiellement, tout peut être traduit en argent, d'accord? Donc, si je donnais plus d'argent, ben peut-être que la compagnie là, peut garantir à 100%, presque 100%, qu'il n'y aura pas de fuite de données. Okay? Donc, ultimement, tout est converti en argent. Donc, c'est pour ça qu'on peut juste simplement se poser la question, est-ce que c'est dispendieux d'utiliser le tierce party ou non? Et si présentement c'est acceptable et le tierce party répond à mes besoins et m'offre un coût qui est acceptable pour mes besoins, ben là, j'ai pas besoin d'utiliser de blockchain. Mais si, par exemple, je ne suis pas satisfait avec le tierce party, il y a des fuites de données ou des choses comme ça, et si j'essaie de changer de tierce party pour éviter ces problèmes-là, ça coûte trop cher, ben là, la blockchain peut être une bonne solution.
Okay, donc ici, je donne quelques exemples de coûts qu'on pourrait avoir, le coût de ressources, coût de gestion, overhead pour la monétisation, okay, donc pour les finances, services de qualité, fiabilité, sécurité, confidentialité, les assurances, les responsabilités. Donc ça fait tous partie là, des coûts que le tierce partie va charger. Okay? Et ce qui est un autre aspect qu'il faut considérer, c'est que le tierce partie va charger ses frais de façon là, opaque. C'est-à-dire que on peut soit que le tierce partie a déjà un modèle prédéfini, par exemple dans le cloud, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des modèles là, de monétisation là, qui expliquent là, combien coûte chaque VM, puis tout ça. À ce moment-là, peut-être qu'on peut négocier. Si on peut pas négocier, c'est sûr on accepte ça. Puis le cloud, le tierce partie n'a pas besoin d'expliquer là, de justifier ces coûts-là. Okay? Donc, c'est complètement opaque pour nous. Donc, si j'aime pas le prix que charge Google, je peux aller voir Amazon, c'est tout. Mais je peux juste comparer les deux prix. Je peux pas savoir qu'à l'interne, ça coûte que le prix que je paye est divisé en temps là, pour les salaires, temps pour les ressources, temps pour l'électricité, temps pour les avocats, tout ça. Cette information-là, c'est pas visible pour moi. OK? La seule chose qui est visible pour moi, c'est le prix, le quote que me donne le tierce partie. Et ça peut être un avantage quand on passe au blockchain. Parce que quand on passe au blockchain, les coûts d'utiliser la blockchain, qui sont les frais de transaction, donc les frais que j'associe à chaque transaction, peut-être les frais d'échange, ça c'est peut-être pas si transparent que ça, là. Mais s'il y en a, oui, il faut payer ces frais-là. Les coûts pour maintenir les ressources, donc si c'est si je n'utilise pas un blockchain public, mais je maintiens un blockchain avec un consortium de compagnies, ben là, je peux calculer les coûts là, pour acheter le matériel, pour maintenir le réseau en vie, tout ça. Ça, c'est des coûts qui sont plus transparents. Okay? C'est des coûts qui sont plus comprenables pour moi. Je peux faire un calcul, je peux essayer d'estimer combien ça va me coûter et à ce moment-là, comparer avec ce que le tierce partie me donne. Okay? Et je peux aussi comprendre comment mon coût va évoluer à travers le temps, quand par exemple le nombre de transactions augmente, le nombre de machines ajoutées dans le réseau augmente, des choses comme ça. Ok, donc disons qu'on dit oui à la question de tierce partie, on veut l'éliminer. À ce moment-là, la prochaine question c'est est-ce que, donc si on revient ici, est-ce que le réseau est public ou non? Ok. Donc là, on est convaincu qu'on veut utiliser la blockchain. Là, ce qui reste à voir, c'est qu'est-ce qu'on veut utiliser comme blockchain. Donc, si le réseau est public, d'accord, on a besoin d'un réseau public, c'est-à-dire on a besoin d'utiliser des machines, on veut utiliser des machines qui sont partagées à travers le monde, des ressources partagées comme Ethereum. Ben, à ce moment-là, on va utiliser un réseau public comme Ethereum, Bitcoin, Monero, Zcash, etc. pour pouvoir donc héberger notre contrat intelligent. OK? Donc, est-ce qu'on a le droit d'utiliser un réseau public et ouvert où n'importe quelle machine peut participer au consensus et avoir une copie complète des ressources, des registres disponibles? Sinon, OK, si on dit on ne veut pas un réseau public, OK, on veut créer notre propre réseau, à ce moment-là, on va se demander est-ce que les parties manquent de confiance? OK, donc là, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est, imaginons là, donc ici on a identifié qu'il y a plusieurs parties qui sont impliquées. Et là, on dit on ne veut pas utiliser un réseau public pour héberger l'application donc, on a une application qui échange des données entre plusieurs parties et on ne veut pas que cette application est hébergée sur un réseau public. Donc là, on se demande, est-ce que les parties qui veulent s'échanger de l'information ont un manque de confiance entre eux ou non? On n'a pas de tierce partie, mais les parties ici qui sont impliquées, est-ce qu'ils se manquent de confiance ou non? Donc, s'il ne se manque pas de confiance, okay, ben à ce moment-là, on n'a pas besoin de blockchain non plus. On peut juste faire des bases de données séparées. Si toutes les parties se font confiance de façon générale, on a juste besoin de chacun maintenir notre propre base de données. Si jamais il y a des conflits, il y a des incohérences entre nos bases de données, normalement, c'est raisonnable de s'attendre qu'il y ait une façon de résoudre nos problèmes. Okay, parce qu'on a une certaine confiance entre nous, puis on ne veut pas briser notre réputation, nos liens de confiance. Okay, donc, par exemple,
Pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir des confiances entre les parties? Si les parties sont étroitement liées, par exemple, c'est des compagnies qui sont des compagnies qu'on appelle des sister companies, des compagnies sœurs, qui font partie du même donc du même consortium, qui font partie du même qui ont le même propriétaire. Ok, donc comme Toyota et Lexus par exemple. Donc là à ce moment-là, on peut s'attendre qu'il y a plus de confiance peut-être. Et peut-être qu'à ce moment-là, il n'y a pas besoin de blockchain, peut-être qu'on peut juste avoir nos bases de données séparées et les synchroniser là, de façon là, informelle, on va dire. Okay? L'autre possibilité, c'est que l'information n'est pas critique. Donc, par exemple, là, c'est entre amis, là, puis on est en train on a un pool de hockey, puis on fait juste là, puis c'est l'enjeu, c'est le pot est peut-être là, de $100 maximum. Si tout le monde est confortable de dire ok, ça se peut là, que je perds $100, ben c'est correct là. Je veux dire, il n'y aura pas de dispute nécessairement pour le $100, puis tout le monde va jouer correctement, même si peut-être il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a peut-être des mésententes ou des mauvaises communications sur les résultats ou sur les règles du jeu, des choses comme ça. Mais à la fin de la journée, l'enjeu au complet, c'est $100. Fait que peut-être que ça, c'est suffisant pour nous de dire qu'on va pas utiliser un blockchain là, pour gérer notre pool de hockey. Là, parce que $100, ça vaut pas la peine pour faire ça. OK? Et ou sinon, si on s'attend que les problèmes sont facilement résolus, là, c'est des questions là, comme je viens de dire, de quelques dollars, des choses comme ça. Ben à ce moment-là, par exemple, un marchand, là, on va voir l'exemple ici de McDonald's. Là. McDonald's, imaginons qu'il y a un conflit avec un client, le client a acheté un burger ou quoi que ce soit, puis c'est pas le bon burger, puis des choses comme ça. Mais là, McDonald's, au lieu de dire ok, je vais consulter dans ma blockchain pour voir c'est quoi ton ordre, ta commande, puis m'assurer là, que tu as vraiment commandé ce que tu as dit, puis que tu n'es pas en train de mentir, ben, peut-être que McDonald's va juste dire c'est pas grave, là, ok, je te refais un burger, ça coûte quelques dollars pour McDonald's, là, ça vaut pas la peine de faire un blockchain à ce moment-là. Okay? Donc, il y a des situations là qui sont mineures, on va dire des applications mineures où on gère pas beaucoup d'argent. À ce moment-là, la blockchain, c'est peut-être pas vraiment utile à ce moment-là. Mais si on est rendu dans des contrats là, vraiment importants là, pour des millions de dollars, à ce moment-là, évidemment, on peut pas faire... les standards sont beaucoup plus élevés, puis la blockchain peut être beaucoup plus utile à ce niveau-là. Donc, j'ai déjà mentionné un peu le code d'utilisation là, de McDonald's. Donc une fois que vous êtes habitué là, donc une façon de s'entraîner, de pratiquer là, la méthodologie d'analyse d'application, c'est de juste c'est ça, là, marcher dehors, regarder n'importe quel commerce ou des applications, puis quand vous voyez quelque chose, juste passer quelques minutes puis étudier, ok, est-ce que la blockchain a une valeur ajoutée pour cette application? Donc, par exemple, vous allez dans un McDo, puis vous regardez là, toutes les informations qui sont affichées, puis vous pouvez peut-être vous penser, OK, est-ce que j'ai besoin de la blockchain? Est-ce que la blockchain a une certaine utilité? OK, donc ici, je vous donne quelques indices. Donc, vous avez le droit dans un McDonald's, vous avez donc un panneau de commande qui est digital. Vous recevez un reçu, ok, de votre commande. Il y a un panneau qui affiche toutes les commandes, l'état des commandes présentes. Et les employés en arrière ont un moniteur comme ça qui montre là, les différentes commandes avec les différentes instructions là, spécifiques là, pour chaque objet, là, pour chaque burger. Donc, il y a toutes sortes d'informations qui sont disponibles dans un McDonald's. Donc, vous pouvez faire l'étude, puis passer à travers la méthodologie, puis penser, OK, est-ce qu'il y a plusieurs parties qui sont impliquées? Quelle information a été échangée? Est-ce qu'il y a un tierce partie qui est impliqué? Est-ce que les parties sont en confiance ou non? Est-ce que les problèmes sont facilement résolus? Est-ce que l'information est critique? Etc., etc. Et ça pourrait là, vous déterminer là, peut-être vous mener à penser, OK, est-ce que j'ai besoin de blockchain, oui ou non, pour quelle situation? OK? Donc, ça, encore une fois, ici, c'est un peu là, comme donc ici, je parle de la couche de modélisation. Donc, j'avais dit là, que une fois qu'on a l'application, il faut la modéliser pour pouvoir avoir une meilleure idée comment la convertir en contrat intelligent. Donc, ici, c'est une modélisation là,
d'un processus là, d'un restaurant là, ou comme un McDonald's. Là, donc les différentes choses qui se passent et les différents processus. Donc à ce moment-là, avec un modèle comme ça, on peut identifier c'est quoi les informations qui sont échangées par les différents acteurs et essayer de voir qu'est-ce qui pourrait utiliser un blockchain, qu'est-ce qui devrait utiliser un blockchain, qu'est-ce qui ne devrait pas utiliser un blockchain. Donc je vous laisse faire cet exercice vous-même et on pourrait revenir là-dessus en discussion la prochaine fois. Et finalement ici, donc le modèle complet de description de code d'utilisation. Donc ça peut vous permettre là, c'est comme un patron, là, un template que vous pouvez utiliser là, et remplir ces questions-là. Donc, une fois que ces questions sont remplies, ça peut vous permettre là, ça peut vous aider à répondre à ces questions-là d'une meilleure façon. Okay? Donc, je vous laisse ça ici en référence, là, puis vous pouvez regarder ça et utiliser ça là, pour votre projet. Okay? Donc, les parties importantes, c'est le problème résolu, ça c'est peut-être plus en question là, de utilisation de la blockchain, donc quelle est la motivation principale, quels sont les acteurs, ça vous permet de savoir s'il y a plusieurs parties qui sont impliquées ou non, qui va maintenir le registre, qui va envoyer les transactions, qui va lire dans le blockchain. Les objets de données, donc quel est le type d'information qu'on veut écrire dans la blockchain, ok? Et est-ce qu'il y a des choses qui vont être exécutées comme des processus qui sont exécutés comme contrats intelligents? Les relations entre les acteurs et les objets, donc quelle information de la blockchain est lue par quel acteur ou écrite par quel acteur, et les exigences fonctionnelles, c'est plus au niveau de la performance. Okay? Donc c'est tout pour cette semaine, donc je vous souhaite là, une bonne semaine et bonne continuation pour votre projet. Merci.